Equinox Matin. On refait le Cameroun. On refait le Cameroun. 2 ans de procédure entre le secrétariat d'État à la Défense, le tribunal militaire de Yaoundé et la cour d'appel du centre. Et voilà qu'enfin les débats s'ouvrent dans l'affaire Martinez-Zogo. Le 22 janvier 2023, souvenez-vous, le corps sans vie de cet animateur chef de chaîne de la radio Amplitude FM basé à Yaoundé est retrouvé en état de putréfaction à Eboro 3 dans la commune de Soa, près de la capitale. Connu pour dénoncer les détournements de fonds publics, dans ses émissions, il a été enlevé, torturé et mis à mort par ses bourreaux. Et parmi eux, de hauts responsables des services de renseignement camerounais. Depuis lors, l'enquête a pris du temps et le corps est sous-scellé à la mort de l'hôpital central de Yaoundé. Voilà qui a nourri les inquiétudes au sein de l'opinion publique nationale et internationale qui suit cette affaire de près et avec une même attention depuis son déclenchement. Quels sont les enjeux de l'ouverture des débats dans ce qui est convenu d'appeler un crime d'État? La justice sera-t-elle dite dans ce dossier? C'est le fil conducteur du débat ce matin dans On refait le Cameroun sur Equinox Radio. Nos invités, nous accueillons Maître Calvin Job. Maître, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission ce matin. Avocat au barreau du Cameroun, merci tout. Conseil des ayants droit de Martinez-Zogo, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Nous accueillons Florentin Dato. Florentin, bonjour. Bonjour Donald, je suis ravi d'être des vôtres aujourd'hui. Journaliste spécialisé sur les questions judiciaires, merci d'être également au téléphone avec nous ce matin. Nous accueillons dans ce studio Simon-Pierre Mayenne. Simon, bonjour. Bonjour Donald, c'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin. Merci, voilà notre panel qui est ainsi annoncé. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, comme chaque matin, un sujet d'entrée, le sujet de mise en bouche avec Amy Maï. Amy, le sujet de ce matin. Hier encore, du côté de Ndogbong, c'est un autre enfant qui a été repassé aux fesses par un parent. On se pose la question ce matin de savoir à quoi faut-il attribuer cette multiplication des cas de sévices contre les enfants au sein des familles et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour remédier à cela. On sait qu'avec le cas de Nkolbong, Madame la ministre a fait une sortie pour condamner et fustiger, mais généralement des actes concrets pour pouvoir véritablement mettre stop et fin à ce genre de pratiques ne suivent pas très souvent. Bien évidemment, nous également, nous avons suivi cette scène parce que vous savez que ça a fait les choux grasses, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les réseaux sociaux. Et c'est même d'ailleurs dans les réseaux sociaux que nous avons observé cela, il faut le préciser. Il faut aussi le dire, c'est vraiment très déplorable qu'on pense que pour discipliner les enfants aujourd'hui, il faut les torturer. Parce que quand on a vu effectivement cette dame avec cet enfant de 7 ans enchaîné, et que même, à un moment donné, pendant ce temps, on nous fait savoir que, d'après ce que l'aîné a expliqué, qu'effectivement, c'est simplement parce que l'enfant avait souvent l'habitude de sortir, il ne rentrait plus à la maison, et que c'était la deuxième fois, ou la troisième fois même d'ailleurs, la troisième occasion, que la maman, effectivement, pour trouver raison, et d'enchaîner l'enfant, de la laisser passer toute la nuit, et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ça a été une habitude. Et quand vous essayez de regarder les explications de l'aîné, qui est censé, en fait, comme pourrait se dire, protéger les autres, on a l'impression de penser simplement que c'est comme si c'est une psychose que les enfants vivent au quotidien, cette torture-là, parce que ça devient comme une habitude, quelque chose de normal pour les enfants. Mais non, on ne pourrait, n'est-ce pas, accepter ça, parce que, en fait, même s'il est vrai que parfois des parents ont du mal aujourd'hui à discipliner les enfants, parce que vous savez très bien que pour les enfants, pour certains parents aujourd'hui, c'est très difficile pour eux d'encadrer les enfants. Et encore plus, il faut le préciser, quand on voit cette femme enchaîner un tel enfant, on se pose bien la question, est-ce que effectivement cette femme a déjà eu à enfanter? C'est la question qu'on se pose. Parce que normalement, si vous avez des enfants, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire aux enfants. Peut-être on peut simplement dire que cette femme, c'était pas son enfant, et donc par conséquent, tous les moyens étaient bons, n'est-ce pas, pour discipliner cet enfant. Mais ce sont des choses qu'il faut vraiment condamner avec la plus dernière énergie, parce qu'on ne saurait nullement pas accepter de tels comportements, on ne saurait nullement pas, sous le prisme d'un comportement d'un enfant, de le torturer de cette façon et qu'on l'abandonne et que c'est bien après le voisinage qui interpelle la police et est venu réagir ou intervenir pour, n'est-ce pas, sauver l'enfant. Et puis c'est une occasion pour nous, et bien évidemment, d'interpeller, il faut le préciser, les pouvoirs publics. Parce que quand on dit bien qu'on a arrêté la dame, parce qu'on a arrêté la dame, on l'a auditionnée, effectivement, mais que va-t-on faire par la suite ?
et vous savez très bien comment ça se passe aujourd'hui. On va peut-être dire que la dame en question, peut-être on va trouver des alibis, on va trouver des prétextes, mais en réalité, ce sont des situations qu'il faut vraiment sévir. Et que déjà on apprécie la réaction du gouvernement, c'est-à-dire qu'à travers la ministre qui a réagi face à cette situation. Mais ça ne suffit pas effectivement, parce que en même temps, il faut aussi en vouloir des parents qui prennent souvent le soin de donner des enfants à leurs membres de famille. Parce que ça aussi c'est ça. Vous avez des parents aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'ils ont, vous prenez un enfant, vous le remettez à un membre de la famille, et simplement parce que vous estimez que le membre de la famille prendra le soin de le faire. Moi, je pense que chaque parent est censé éduquer son enfant, quelles que soient les conditions dans lesquelles le parent vit. Parce que la meilleure éducation qu'on peut avoir, ce n'est pas de la part de notre parent, c'est d'abord de nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la tante, qu'on prétend dire que c'est sa tante, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec ces comportements, certainement, qu'en dira-t-on par rapport à des personnes qu'aujourd'hui on voit, des personnes qui ont même la capacité même d'éduquer les enfants, de les élever, mais qui prennent sur eux la responsabilité de pouvoir le faire. Mais Simon Pierre, pour la plupart des cas, généralement, on vous dira que le parent est peut-être décédé. Pour celle de Colbon, on nous a bien dit dans le reportage d'Isabelle Carotte-Zoupette que la maman de cette dernière était atteinte de démence, donc n'était pas dans un état qui pouvait lui permettre de pouvoir s'occuper véritablement des enfants. À ce moment donné, pour ceux qui ont des parents qui ne vivent plus, pour ceux qui ont des parents qui sont dans des difficultés comme ça, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui la ministre, sinon le ministère de la promotion de la femme et de la famille, pour pouvoir justement trouver un autre socle pour réinsérer ces enfants et les encadrer véritablement. Vous savez d'emblée que quand on perd ses parents, c'est comme si on a tout perdu dans sa vie. Et surtout quand on regarde ses enfants, un enfant de 7 ans, qui en réalité n'a pas encore compris le but de la vie, c'est difficile. Et parfois, ça a une incidence un peu psychologique sur le fonctionnement de l'enfant, parce que vous vous imaginez que ce n'est pas peut-être la première fois que l'enfant se retrouve avec un tel traitement, ou bien que ses enfants se retrouvent avec de tels traitements et qu'ils vivent au quotidien. Maintenant, notre problème, c'est de savoir, est-ce que déjà le ministre ou encore le gouvernement a pris des dispositions nécessaires pour encadrer de telles situations ou encore de tels enfants. C'est ça le problème, parce que en fait, il ne s'agit pas seulement d'intervenir. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a pris pour pouvoir insérer les enfants de manière dans la vie commune? Il n'y en a pas, parce que c'est un orphelinat, mais attention, est-ce que c'est dans un orphelinat qu'on va aller laisser l'enfant? Est-ce que déjà même, il faut le préciser, déjà que ces orphelinats même ont du mal à en pâtir, parce que même le financement, ils n'ont pas de possibilité d'être accompagnés par l'État du Cameroun. Il faut parfois avoir comme on dit souvent, les longs bras pour bénéficier du financement du gouvernement. Donc, moi, je pense que dans cet état de lieu, c'est la raison pour laquelle on va se retrouver avec généralement ces parents qui, en réalité, sont sans foi ni loi et qui agissent d'une certaine façon et qui donnent l'impression à penser que, effectivement, on est dans une république kafkaïenne où, en principe, chacun est libre de faire comme bon lui semble. Et déjà, il faut le préciser, la mère en question, quand vous voyez même la situation même de la mère, parce que vous êtes tenté de dire que vous ne l'avez pas peut-être vu sur les photos qu'on a. Ça dit que quand vous voyez la mère, vous avez du mal à savoir si elle a vraiment tous ses sens. Honnêtement, vous allez devoir m'excuser parce que, en fait, on ne voit même pas dans la réaction de la maman le remords que la personne est tentée de ça. C'est pour dire qu'en fait, ça peut être une habitude. Peut-être la personne trouve que c'est normal. C'est la punition qu'elle donne à l'enfant, c'est tout à fait normal. Et il n'y a rien qui pourrait, n'est-ce pas, justifier qu'on puisse l'empêcher de penser. Et déjà même que cette façon de faire a été communiquée par l'enfant. Donc nous pensons simplement qu'il est important que le gouvernement, il ne s'agit pas seulement de se prononcer quand il y a des situations, mais de prendre des dispositions nécessaires pour encadrer de tels enfants, parce qu'il y va de l'avenir de ces enfants-là. Alors, Maître Calvin Job, il y a eu le cas de Colbon où la petite Gloria a été enchaînée avec à la clé 2 cadenas, je vous en prie. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux. Mais il y a un deuxième cas qu'Equinox a révélé hier soir dans son journal, celui de la petite Noura au quartier Ndogbon dans le 5e arrondissement de Douala. Cette fois, jeune fillette là aussi repassée aux fesses cette fois-là par sa tante. Sa tante à Colbon, c'était déjà toujours une tante. Est-ce que cette généralisation des actes de violence contre les enfants, ce n'est pas une solution facile des familles contre la montée en puissance de la délinquance juvénile, qui est aussi un phénomène d'actualité? Alors, il faut déjà comprendre que
c'est pas ça qui, enfin, c'est justement la délinquance, la montée de la délinquance est souvent la cause. La cause de la montée de la délinquance vient souvent de ces violences subies par ces enfants à ces bas âges. Vous parlez de 2 cas qui ont été révélés, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cas et la variété des familles dans lesquelles ce type de cas se produit au quotidien. Et ça devient un phénomène très, très inquiétant. Et ce n'est pas simplement ces 2 derniers mois, c'est depuis plusieurs années que ça dure, ça persiste. On constate que le Cameroun a signé pourtant la Convention contre la traite des êtres humains, mais au quotidien, rien n'est mis pour appliquer les mesures préventives et les sanctions relatives à ces violences-là. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui ce que vous êtes en train de décrire, les 2 cas que vous avez soulevés, qui sont que l'arbre qui cache la forêt. Mais il y en a plein, c'est vrai. Et qu'on le dise clairement, un enfant qui subit des violences à ce bas âge est un adolescent ou un adulte qui va réitérer, voire accentuer ces violences-là. Florentin Dato, votre mot sur cette question, la question du suivi des enfants victimes de ces actes de violence se pose. Le ministère des Affaires sociales ou le ministère de la promotion de la femme et de la famille sont encore accusés d'être largement absents lorsque ces cas sont signalés. Votre commentaire? Vous me permettrez déjà d'exprimer mon indignation au même titre que les autres de tout ce qui s'est passé. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je vais vous répondre en disant que l'État, à travers son bras séculier, à savoir le ministère de la promotion de la femme et de la famille et le ministère des Affaires sociales, sont des acteurs parmi tant d'autres. Ils ont leur part de responsabilité et je suis d'accord avec Maître Job lorsqu'il indique, et lorsqu'il déplore le défaut, le manque de structure, et je crois que les autres l'ont rappelé, qui permettent d'encadrer. Je crois qu'il y a une insuffisance qui peut être peut-être liée aux moyens. Lorsque je parle des moyens ici, ça peut être même financé. Déjà, le budget du ministère de la promotion de la femme et de la famille, c'est pas grand-chose. Je ne voudrais pas ici justifier ou bien donner une caution, mais je dis, j'essaie aussi de comprendre. Maintenant, à côté de cela, comme l'autre invité le disait, il y a l'absence ou l'inefficacité des structures en place qui permettent d'encadrer ces enfants-là. Une fois que je sors au niveau des bras séculiers de l'État, je m'intéresse aux familles maintenant. Les familles sont déjà, c'est la première cellule de la société. C'est là qu'on acquiert les premières valeurs. Et si déjà à ce moment donné, au sein de la famille, ces valeurs-là sont dévoyées, ou bien, on assiste à la construction du profil psychologique, je dirais même plus tard d'un criminel. Et en cela également, je suis d'accord avec Maître Job qui dit que ceux qui ont subi les violences dans l'enfance vont forcément les reproduire plus tard parce que, comme vous le savez, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils ne peuvent pas donner de l'amour s'ils n'ont pas eu à recevoir de l'amour. Bon, je vais peut-être être un peu long parce que je voudrais, à quelques mots simplement, si vous me permettez, revenir sur l'autre élément qui a été évoqué par l'autre invité, c'est celui du lien familial. Il estime qu'il ne faudrait pas confier son enfant aux membres de la famille, mais on est en Afrique et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va donc cesser de faire confiance? Est-ce qu'on va déstructurer le lien social au nom de la prise en charge ou bien de la responsabilité parentale? Et puis, je suis aussi d'accord avec celle qui a indiqué que parfois les parents sont morts. Il faut bien qu'on puisse prendre en charge ces enfants. Je crois qu'ici, le problème qui se pose, c'est une question qui est liée au-delà de ces aspects-là du rapport aux valeurs qui fondent notre société, notamment les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité. Merci pour ces éléments, cher monsieur, qui nous permettent d'entrer dans le sujet principal de ce vendredi. Le début des débats dans l'affaire Martinez-Zogo, ses confrères assassinés de façon odieuse au mois de janvier 2023 à Yaoundé. Après 2 ans de procédure devant les autorités judiciaires à Yaoundé, les débats ont donc commencé ce début de semaine avec le passage des témoins. Ils sont 45 attendus devant
le tribunal militaire de Yaoundé et 4 d'entre eux sont déjà passés. Je vous invite à commenter d'abord quelques témoignages qu'on a eu donc à ce début de semaine. Il y a eu 4 témoignages, je vous le disais. Le premier témoignage a été celui de l'habitant de Obobogo 3 qui a fait la découverte de ce corps. Il y a eu le témoignage du chef de Obobogo 3. Le troisième témoignage a été le témoignage de l'ancien commandant de la compagnie de gendarmerie de Fou, qui a eu un échange avec l'un des principaux accusés dans le cadre de cet assassinat, le lieutenant-colonel Justin Danoué, ancien chef des opérations de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure. Et puis, le quatrième témoin qui est passé à la barre ce début de semaine, c'est le médecin légiste qui a mené l'autopsie sur la dépouille de Martinez Zogo. Alors, je vous donne quelques extraits du témoignage de l'habitant, du lanceur d'alerte, si on peut dire ainsi, qui a informé, qui a découvert en premier le corps de Martinez Zogo. Il s'appelle Léonard Ekoto. Il a été le premier à passer à la barre pour son témoignage ce début de semaine. Je suis rentré aux environs de 16h, je me suis mis en tenue de sport et j'ai couru du premier au deuxième carrefour, a-t-il déclaré devant les magistrats. Arrivé à un certain niveau, j'ai eu envie de me soulager. J'ai emprunté une piste sur la droite pour aller en brousse. Et c'est alors qu'il dit avoir aperçu le corps sans vie de Martinez Zogo. J'ai vu une chose que je n'avais jamais vue depuis que je suis né. Un corps en décomposition, couché sur le dos, les bras en l'air, raconte-t-il devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il avait une très bonne mémoire, ce témoin-là. Maître Calvin Job, je vous passe d'abord la parole sur ce premier témoignage enregistré ce début de semaine devant le tribunal militaire de Yaoundé. La défense, c'est-à-dire les personnes qui sont accusées dans le cadre de cette affaire, ont estimé que la présence à cet endroit-là de Léonard Ekoto n'était pas un fait de hasard, c'est-à-dire qu'il peut avoir été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mort de Martinez Zogo. Mais vous disiez devant les médias, devant le tribunal militaire de Yaoundé, après la première journée, que ce témoignage est cohérent et constant. Les 45 premiers témoins ne sont que les témoins du commissaire du gouvernement. Donc il y en aura d'autres, des parties civiles et des différents accusés. On va compter peut-être environ 200, 300 témoins qui devront être auditionnés devant le tribunal. Ça, oui, tout à fait. Donc les 45 dont nous parlions, c'est les témoins du commissaire du gouvernement, c'est-à-dire du ministère public. Exact. Donc, on en a auditionné que 2. Donc, une fois cela dit, je réitère, ce bonhomme qui a été auditionné, qui a découvert le corps de Martinez Zogo, était d'une très grande cohérence, mais d'une très grande clarté. Après, maintenant, avec ces mots, il y avait des moments où on comprenait pas exactement les mots qu'il utilisait. Il a même, à un moment donné, utilisé un terme de gromologie, pour dire qu'il fallait qu'il parle aussi comme les gens qui parlent lui dans le tribunal. Le grandiloquence. C'était très intéressant. Mais au-delà de ça, de ces aspects, ça a été très instructif et très clair. Effectivement, souligner dans ma prise de parole la qualité de sa mémoire après 3 ans, de la réalisation des faits. Et ce qui moi m'a indigné, clairement, c'est qu'on a essayé effectivement de faire passer le jeune homme pour un complice de cet assassinat, pour quelqu'un d'insensé qui racontait n'importe quoi, qui ne devait pas être là, qui ne devait pas être à cet endroit pour faire ses besoins. Il a bien expliqué qu'il faisait son sport, il a eu une envie subite, et c'est dans le cadre de ces envies subites que il a essayé de se refuser dans cet endroit parce qu'il avait une envie pressante. Et c'est ça qu'il a découvert le corps. On a essayé de le discréditer parce que, notamment, il dit que il y a eu des roues, il a vu les traces de roues d'un Prado jusqu'au corps. On a compris par la suite qu'en fait, lui, quand il parle de Prado, c'est un 4x4, en fait. Le 4x4, c'est le Prado. Il estime que de telles grosses roues
ça ne peut que venir d'un véhicule de ce type. Donc, on a essayé de le discréditer, mais il a été clair. Et permettez-moi de faire un petit bond, ce qui a d'ailleurs été confirmé, ces propos ont été confirmés par le chef du village qui est intervenu par la suite. Donc, dans la tentative de l'accusation de le discréditer, ce qui est normal, c'est une stratégie de défense, personne ne peut le leur reprocher, mais je trouve que c'était maladroit, c'était malvenu et maladroit de discréditer quelqu'un qui n'a rien à voir avec le processus, qui n'est qu'un témoin, qui n'a que vu, qui n'a que découvert le corps de Martinez Zogo. Ce premier point. Oui, d'accord. Alors, je prie Florentin de se déplacer quelque peu, parce qu'il y a des interférences, il y a comme du vent qui circule et qui impacte sur le confort d'écoute de vos interventions. Je vous en prie, puisque c'est un appel groupé. Florentin, vous étiez au tribunal militaire de Yaoundé ce début de semaine, puisque vous suivez ce procès depuis son début. Est-ce que vous avez compris les réserves qui sont émises là par les avocats de la défense? Alors, il faut dire que le contre-interrogatoire vise notamment à fragiliser les déclarations qui sont faites par le témoin. Et donc, comme Maître Diop le disait, du point de vue de l'obligation des moyens, les avocats de la défense sont à leur rôle, de ce point de vue. Mais maintenant, est-ce que par rapport aux faits, ça tient? Je dirais que pour ceux que j'ai eu à suivre, je partage l'avis de Maître Diop sur la cohérence du témoin de l'accusation, notamment du ministère public ici. Je pense qu'il était très logique et cohérent comme Maître Diop l'a dit. C'est vrai qu'à la suite de la rédaction de notre texte, il y a des internautes qui nous ont posé la question de savoir est-ce que 3 ans après, son témoignage pourrait être encore fiable à 100%. Là, je dis que il y a quand même une cohérence. Et puis, le fait que le chef traditionnel ait eu à corroborer, c'est un élément fondamental dans l'instruction de cette affaire. La deuxième chose également, c'est que le tribunal a la sagesse et la sagacité pour apprécier la force probante des déclarations qui sont faites par le témoin. Sur ce point-là, je n'ai aucun doute. Maintenant, s'agissant toujours de l'attitude des avocats de la défense, je pense également qu'ils sont en train de vouloir faire valoir leurs arguments. L'idée, c'est de s'aimer aussi le doute. Comme je l'ai dit, il faut essayer de fragiliser ce qui est dit, parce que c'est le témoin à charge, c'est le témoin de l'accusation du ministère public. Et le ministère public, parce qu'il accuse, il lui revient, suivant le principe actori incumbit probatio, d'administrer la charge de la preuve. Et donc, en face, il faut donc riposter. Donc, du point de vue de ce jeu-là, ça se comprend, mais je pense que le témoignage de ce jeune homme, bien qu'il faut noter, et c'est ce que Maître Diop essayait de lui dire, peut-être pas avec les mêmes mots que les miens, bien qu'il faut noter qu'il y avait un problème de confort intellectuel, c'est-à-dire que le témoin n'avait pas la même aisance que tout le monde de s'exprimer. Pour autant, cela ne signifie pas que ce qu'il dit manquait de pertinence, bien au contraire. Et je pense même que dans l'ordonnancement des interventions du ministère public, le fait qu'il ait eu à passer en premier soit une bonne chose, parce que c'est la question de la découverte du corps. Je crois que c'est de là que devrait partir l'enquête. Et je pense que sur ce point de vue-là, on s'en est bien pris. Je veux dire que le ministère public s'en est bien pris. Okay. Je passais la parole tout à l'heure à Simon Pierre Mayenne. Simon, je vous indiquais que au tribunal, en début de semaine, un accusé a dit au village, lorsqu'on veut faire pipi, on ne va pas sur un terrain vague, mais on va en brousse. Voilà, pour dire que ce témoignage n'est pas crédible. Commentaire. En fait, le commentaire que je peux faire par rapport à ces affirmations, vous savez, quand on est dans un esprit, dans une affaire comme celle-là, il faut préciser que toutes les affaires, tout ce qui peut être dit, vont dans le sens de protéger sa défense ou encore de défendre ses intérêts. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Alors, donc, il faut le dire, parce que ces choses peuvent être analysées d'une certaine façon. Parce que dire aujourd'hui que si on veut faire pipi dans un village, tous nous sommes africains, et on ne va pas c'est vraiment, ce sont de tels propos qui donnent l'impression
l'impression de penser simplement que soit on est en train de vouloir amener des gens sous un autre terrain. Ben, il faut le préciser. Dans le cas d'espèce, je vous ai dit qu'on va tout entendre. Déjà, même qu'il faut préciser qu'on a déjà tout entendu, on a beaucoup entendu dans cette affaire, et que jusqu'à présent, ce que nous souhaitons, je pense que peut-être que nous reviendrons là-dessus, nous voudrons effectivement savoir exactement, parce que ce sont les 3 questions que nous devrons nous poser. Qui a tué Martinez Zogo? Qui a commandité la mort de Martinez Zogo? Et pourquoi Martinez Zogo a été assassiné? Ce sont de telles réponses que nous avons besoin. Vraiment, c'est même la raison pour laquelle je crois que au sorti de ce débat, il faudrait qu'on en arrive jusque-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde l'opinion publique par rapport à ses attentes. C'est ce que nous voulons. Donc, vraiment, honnêtement, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les personnes peuvent déclarer dans ces débats. On ne va pas aller au-delà. Mais sauf que ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons vraiment soif de la vérité. Il y a le deuxième témoignage dans ce début de semaine. C'était le témoignage de Sa Majesté Godefroy Kodo. Il est le chef de Ebogo 3. C'est la localité où le corps de Martinez Zogo a été retrouvé inerte. Maître Calvin Diop, il indique qu'il a été informé par les propriétaires du terrain sur lequel Martinez Zogo a été retrouvé. Il s'est amené sur place pour faire le constat avec des éléments de la brigade de gendarmerie de Soa. Son témoignage n'est pas très loin. C'est comme une suite du témoignage des déclarations de Léonard Récotor, 25 ans, qui lui s'est exprimé quelques heures avant. Oui, exactement. Le chef du village est venu corroborer les propos tenus par ce jeune homme. Et là encore, une fois de plus, c'était vraiment d'une grande clarté. On a pu lui poser des questions pour avoir des petits détails qui manquaient dans l'intervention du premier témoin. Donc il a été vraiment très clair. Il a fait montre d'une certaine autorité quand on essayait de l'intimider ou certaines parties essayaient de l'intimider ou de lui montrer une certaine condescendance. Donc il a été très très clair et là aussi c'était vraiment très enrichissant. Pour moi d'ailleurs, vraiment un aspect qui est important sur ces 2 témoignages, ça nous a permis une fois de plus de comprendre la maîtrise des lieux des uns et des autres. Je dis bien la maîtrise du lieu où on a découvert le corps de Martinez Zogo. Ça, c'était, aujourd'hui, simplement à travers de ces 2 témoignages, on peut imaginer un peu le scénario de ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez parlé de ce terrain appartenant à des personnes, des personnes privées. Effectivement, le chef l'a expliqué, c'est un espace qui avait été donné par ses propriétaires à des individus pour extraire en fait, je me souviens plus de la matière pour couvrir pour la construction des routes. La latérite. La latérite, voilà, c'est ça. C'est extrait de la latérite. Et c'est comme ça qu'ils ont creusé, en fait. Le premier témoin parlait de trous. Il a dit qu'il a vu un trou. On lui reproche d'avoir voulu aller faire ses besoins dans un trou, alors que lui, il a vu un trou. Ça, qu'on soit bien clair là-dessus. Et pour dire d'ailleurs, ce qui était intéressant, l'un des mises en cause, quand il a interpellé, lui a dit mais comment cette carrière-là, comment vous avez fait pour aller à cette carrière? Lui, il a parlé de trou, mais on lui parle de carrière. Donc vous comprenez que il y avait une véritable maîtrise de cet endroit. D'autres même, un autre témoin, là encore un acteur, une des personnes placées sur mandat de dépôt, lui dit mais est-ce que vous entendez le bruit de la rivière à partir de cet endroit-là? Le chef a aussi confirmé qu'il y a une rivière pas loin. Donc si les gens qu'on vient de nous dire depuis 2 ans, 3 ans, on nous dit qu'on ne connaît pas où se trouve, on avait laissé Martinez dans un endroit et on l'a retrouvé mort à l'autre, alors qu'aujourd'hui les témoignages, les questions qui sont posées montrent clairement qu'on maîtrisait cet environnement. Donc vous pouvez comprendre la déduction que j'en fais par la suite. Et moi je le dis, je suis vraiment très satisfait de ces 2 témoignages et le commissaire du gouvernement a d'ailleurs été très fin là-dessus, d'organiser cet enchaînement de témoignages à ce rythme-là. Ça nous a vraiment permis, rien que pour ces 2,
de comprendre comment le corps de Martinez Zogo s'est retrouvé à cet endroit-là. Voilà, troisième témoignage devant le tribunal militaire de Yaoundé ce début de semaine, celui du lieutenant-colonel César Dinabel. Il est l'ancien commandant de la compagnie de gendarmerie de Fou. En fait, il a été entendu parce qu'il a eu des échanges par messagerie avec l'un des principaux accusés, c'est le colonel Justin Danwé, qui était chef des opérations de la DGRE au moment où Martinez Zogo a été assassiné. Il a confirmé qu'il a eu des échanges avec Justin Danwé le 6 janvier 2023, c'est-à-dire quelques semaines avant la découverte du corps de Martinez Zogo. Alors, le colonel Justin Danwé l'a contacté pour lui demander où est-ce que Martinez Zogo habite très exactement, parce qu'il hésitait entre le quartier Nkolfoulou et le quartier Tinga Village à Yaoundé. Il voulait donc savoir, le colonel Justin Danwé, où habite très exactement Martinez Zogo. Alors, après les échanges avec le lieutenant-colonel César Dinabel, l'ancien commandant de la compagnie de gendarmerie de Fou, les échanges ont été supprimés. L'une des questions que le tribunal à laquelle le tribunal doit répondre, c'est de savoir pourquoi ces échanges ont été supprimés. Mais il faut rappeler que le 17 janvier, c'est-à-dire lorsque Martinez Zogo est porté disparu, le colonel Danwé, qui avait sollicité le commandant de Fou, lui dit laisse tomber, ça va, laisse tomber, rien à signaler. La cible n'est plus intéressante. Je résume ainsi, c'est que le colonel Danwé lui aurait dit, c'est un témoignage clé, Florentin. Extrêmement important parce que ici il y a un assemblage d'éléments qui tend à davantage accorder du crédit à la thèse du ministère public, notamment au sujet de l'accusation qui est portée à l'encontre du lieutenant-colonel Justin Danwé. Vous avez trois éléments, ou plutôt vous avez trois dates. Vous avez le 6, et vous avez très bien fait de le rappeler, en date du 6 janvier, il demande qui est intéressant aussi à la qualité. On parlait là du responsable des opérations à la DGRE. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui, du point de vue même de la maîtrise d'un certain nombre de choses, des pratiques, des techniques, parce qu'on parlait là des filets, c'est-à-dire qu'il faut lancer, c'est-à-dire qu'il faut espionner, je vais dire de manière aussi basée comme ça, une personne. Et puis, on vous dit le 17, écoutez, il faut arrêter parce que ce n'est plus intéressant. Sauf que la date du 17 correspond à la date du 17 de Martinez Zogo. Et en plus de ça, il demande d'effacer les messages. On peut quand même se poser un certain nombre de questions. Déjà, quel était l'objectif de la filature? 2, pourquoi est-ce qu'il y a rétractation le 17? 3, pourquoi est-ce qu'on demande de supprimer des messages pour ne pas établir le lien? Ça, on peut déjà en déduire. Donc, ces éléments-là tendent déjà à corroborer la thèse de l'accusation, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il faut aussi s'intéresser à la qualité du destinataire. On parle quand même du commandant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, du point de vue de la logistique, qui, du point de vue de la maîtrise des pratiques techniques, en a la capacité. C'est pour dire qu'on ne s'est pas adressé à n'importe qui, un citoyen lambda. On s'est adressé à quelqu'un qui avait la capacité de mener l'opération. Parce qu'il faut le dire, le commandant a également la qualité d'officier de police judiciaire, c'est-à-dire que c'est un enquêteur. Donc, c'est important de préciser cela pour dire que ce témoignage-là est clé. Et comme je le dis, les pièces du puzzle, s'il ne faut s'en tenir qu'à cela, sont en train d'être rassemblées. C'est en train d'être rassemblé. Je ne suis pas ici déjà en train d'accuser qui que ce soit, mais je dis, il y a des éléments qui accréditent à ce niveau. On aura l'occasion de voir par la suite peut-être des éléments qui vont venir, à défaut d'atténuer, peut-être davantage renforcer ou enfoncer le clou. Mais à ce niveau, on a déjà une orientation par rapport à certaines actions que certains accusés auraient pu mener. Donc c'est en cela que ce témoignage, de mon point de vue, est extrêmement important et fondamental.